Bonjour les amis des sourires, à l'occasion de la Semaine des sourires, on vous propose une interview avec Séverine et Romain, les fondateurs de l'association 2400 sourires, pour revenir ensemble sur ces 5 années d'engagement à Madagascar. Bonjour Séverine. Bonjour Romain. Bonjour Célia. Ouais, on est très content d'être avec toi et de profiter de ta venue en tant que bénévole à Mada pour réaliser cette petite vidéo. Moi de même. Alors, pour commencer, on va revenir sur le point de départ. Beaucoup de gens sont bouleversés par la pauvreté quand ils viennent à Madagascar ou dans d'autres pays. Pourquoi vous avez décidé de tout quitter et de venir servir les gens ici à Madagascar ? Je te laisse répondre. Alors je dirais que évidemment on a été saisis et touchés par la situation des enfants notamment à Madagascar, donc qui vivent dans les rues et qui sont dans une extrême précarité. Mais je dirais qu'en fait, on a vécu une vraie rencontre qui a touché le plus profond de notre cœur à ce moment-là, avec ces enfants un soir en 2019. Et c'est ce qui ça nous a tellement marqué que quand on est rentré en France, on n'a pas pu envisager de rester dans notre quotidien, dans notre petit confort. Et voilà, c'est vraiment une rencontre qui a marqué notre cœur et qui a lancé le démarrage de tout ce projet. Je vais rajouter un petit truc parce que à ce moment-là, comme moi j'ai grandi à Madagascar avec des parents qui sont déjà dans l'humanitaire, j'ai un filtre spécial. Dans le sens où on a reçu, je pense, pas loin de entre 300 et 400 bénévoles avec mes parents au travers de leur travail. Et la quasi-totalité de ces 400 personnes nous ont toujours dit à la fin de leur séjour on va revenir, on va refaire des choses, on va revenir. Et sur ces 400 personnes, il n'y en a que 2 qui sont revenus. Oui, ça fait pas beaucoup. Mais c'est terrible parce que les gens ils retournent en Europe, ils retournent en France, ils retournent en Suisse, en Belgique, et ils retombent dans leur vie, puis enfin, voilà, ils reprennent leur vie. Et ça, si tu veux, c'est un filtre que moi j'ai où je me dis, mais quand on est bouleversé par ce qu'on voit, je me dis, mais il ne faut pas qu'on soit un peu comme, entre parenthèses, tout le monde. Parce qu'on va toujours dire, on va faire quelque chose, on retourne en France, on ne fait rien, et puis voilà. Donc là, ce soir-là, je lui ai dit, si tu veux qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on change de vie. C'est vraiment ce que je lui ai dit. Voilà. Et peut-être aussi que je disais, c'était un rendez-vous. Parce que je pense qu'on était, enfin en tout cas moi, à titre personnel, j'étais dans une période de changement professionnel et en fait je pense que c'était un rendez-vous pour nous, pour moi et pour ces enfants en fait. C'était un rendez-vous vraiment, un moment particulier, ça s'est présenté à un moment particulier qui a ouvert peut-être la perspective d'envisager de venir à Madagascar. Oui. Et du coup, vous êtes partis en famille. Ça fait quoi d'intégrer aussi les enfants dans l'aventure et de vivre ensemble ici à Madagascar ? Déjà, c'est vraiment génial. Et j'encourage toutes les familles qui ont des enfants en bas âge, puisque nous, le dernier, quand on est parti, il avait 5 mois. 5 mois. Oui. Il n'était même pas là quand on a pris la décision de partir. Et c'est juste une chance exceptionnelle pour les enfants de vivre dès leur jeune âge une vie d'aventure, une vie aussi engagée, parce qu'on a des sérieuses discussions avec les enfants, puisqu'ils sont dans le quotidien. Ils nous posent des questions profondes, sincères, qui les bouleversent aussi de temps en temps. Donc c'est franchement, je pense, très enrichissant pour eux. Et pour leur future vie d'adulte, je crois que ça sera une vraie force. Et j'encourage vraiment les familles à sauter dans l'aventure et à laisser de côté toutes les questions, les interrogations, parce que c'est souvent ce qui va freiner en fait quand on a des enfants. C'est mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on ne fait pas des bêtises en partant alors qu'en fait, non. Et de toute façon, tu seras obligé d'adapter ta vie, donc adapte-la jusqu'au bout. Ce qui est chouette, c'est qu'on a vraiment pu partager ça avec donc nos 2 grands qui avaient seulement 7 et 5 ans au moment où on est venu. Mais on a partagé notre cœur en fait avec eux. Puis en fait, comme ils étaient venus avec nous à Madagascar et qu'ils ont vu le pays, ils ont découvert avec leurs yeux d'enfant où tout était beau et tout est fantastique, où ils n'ont pas vu comme ça d'emblée les difficultés. Mais c'était vraiment chouette parce qu'on a
préparer ça avec eux. C'est pas une décision qu'on leur a imposée en disant dans 3 semaines on s'en va. C'est quelque chose qui s'est construit avec eux, nos réflexions, nos questionnements. Ils ont vu de leurs propres yeux et donc ils ont fait vraiment partie intégrante du projet. Et ça, c'est vrai que c'est un cadeau en fait de vivre ça en famille, de vivre ça ensemble et puis d'évoluer sur les questions, sur ce qu'on voit au quotidien, d'évoluer ensemble. Ça, c'est vrai que c'est chouette. Et même, ils participent des fois aux maraudes avec vous. Oui. Donc ça, c'est chouette aussi de pouvoir les intégrer. Ils aiment. L'idée, c'est vraiment de les plonger. C'est une aventure familiale, 2400 sourires. Donc l'idée, c'est de vivre à fond ensemble. Parce qu'on n'est pas venu, et ça, c'est une notion importante, qu'on se répète souvent, on n'est pas venu aider les enfants pour perdre les nôtres. Donc il faut trouver ce juste équilibre dans ce planning qui est extrêmement chargé, où comme je te le disais ce matin dans la voiture, je fais 3 postes en 1 et c'est très très compliqué de tenir tout. Mais si tu fais pas l'effort de préserver ta famille, de dire à des moments stop et on fait des choses, ou alors de les intégrer profondément dans ce que tu fais, en acceptant que ça change aussi ta manière de faire. Des fois ça peut te ralentir, quand tu es avec les enfants ça va moins vite, il faut l'accepter. Alors pour continuer, j'aimerais revenir sur les moments forts qui vous ont marqué. Est-ce qu'il y a des situations qui vous ont ému ou bouleversé depuis votre arrivée à Madagascar ? Bah oui, on croise régulièrement des choses touchantes. Déjà, la situation la plus forte, moi, qui m'est marquée et qui a produit, comment dire ça, ce qui nous a amené à venir ici, c'est un soir quand on avait discuté avec les enfants dans la rue, cet enfant, et on en a déjà parlé, mais cet enfant qui nous dit nous sommes des misérables. Et ça, cette phrase, c'est une phrase choc. Entendre un enfant de peut-être 7 ans dire « nous sommes des misérables » sans même nous réclamer quoi que ce soit, sans nous réclamer de l'argent, sans nous réclamer à manger, juste dire voilà comment il se considère ou comment il se sent considéré. Donc ça, c'est quelque chose d'émouvant et de bouleversant d'entendre un enfant dire ça. Après, pour ma part, ce qui me touche, ce qui m'émeut, c'est quand on intervient dans les rues avec les enfants, c'est au-delà de la situation dans laquelle ils sont, le sourire qu'ils ont malgré tout, cette joie en fait de nous voir être là auprès d'eux, nous communiquer de l'amour en fait, et puis ils sont en demande, ils sont en recherche et en même temps ils nous en transmettent aussi énormément. Donc ça, personnellement, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Moi, je dirais il y a énormément de moments bouleversants, que ce soit avec les enfants, mais aussi par rapport aux challenges qu'on a dû affronter depuis qu'on est là. Il y a eu notamment 2 années de tension extrême sur le chantier, alors que tu te bats pour les enfants des rues. De l'autre côté, tu as des problématiques, mais vraiment très fortes, très poussées. Et tu comprends pas parce que tu viens pour aider et puis d'un côté tu te fais rejeter. Ça c'était pas très simple et en même temps on vit des vrais drames dans la rue. Donc il faut en fait tout ça il faut réussir à l'encaisser parce que tu vois, il y a encore 2 semaines ou 3 semaines, je suis dans la rue pour un petit déjeuner le matin et puis je reçois un email d'un bailleur qui lui-même nous a contactés pour nous dire on va vous soutenir, puis il me demande des documents, il me demande d'en faire un dossier, alors que je suis le matin dans la rue, je reçois un email, finalement on vous soutiendra pas. Je ne sais même pas pourquoi, et toi tu es en phase 2, tu te dis là ça aurait pu vraiment aider, nous on est dans le concret. Et tu vois, il faut encaisser parce que d'un côté, tu as la réalité, de l'autre, tu as quelqu'un qui est venu te chercher, qui t'a promis des choses, puis qui ne le fait pas. Et là, tu dis, ah purée, des fois, c'est un peu sec, quoi. Voilà. Ouais. Et quand vous regardez l'ampleur de la pauvreté, des besoins, avez-vous parfois le sentiment que vos efforts ne suffisent pas ? Alors, moi, je répondrai tout de suite, parce qu'il faut se le rappeler. Alors, ça, c'est ce que j'ai appris quand j'étais chez les pompiers, c'est que t'es pas le sauveur. Merci, madame. T'es pas le sauveur et il faut pas avoir le syndrome du sauveur. On peut pas sauver tout le monde. Donc, il faut faire une sélection.
Il faut savoir choisir une direction que tu prends et la tenir. Par contre, il faut la tenir et pas s'y perdre. Donc, bien sûr que des fois, on rentre dans la nutrition et on se dit, purée, il y a tellement à faire. Des fois, on se sent inutile parce que tu vois tellement les choses difficiles où les enfants repartent tout simplement dormir dans la rue. Souvent, je le dis à Sèvres, hein, des fois, ce soir, je me sens, tu vois, un peu inutile, quoi. Et ça, voilà, c'est un syndrome, un sentiment plutôt, mais qu'il faut aussi gérer parce que, ben non, en fait, on était quand même là, on les a aidés, on les aime, à chaque fois on se donne, on rigole avec eux, il y a de la vraie relation. On les prend dans les bras, ils se sentent protégés quand ils sont avec nous, ils nous le disent, ils le disent. Donc il y a de l'impact positif, mais on aimerait toujours aller plus loin, ça c'est certain. Et c'est ce plus loin quand tu l'as pas qui est très frustrant. Et puis, on peut se dire, c'est ça aussi l'idée, c'est si on regarde toute la misère, c'est sûr que notre action par rapport à l'immensité des besoins, elle peut paraître petite. Et c'est le cas. Mais en même temps, c'est une goutte dans l'océan. Souvent, on entend ce genre d'histoire, mais ma petite goutte, qu'est-ce qu'elle vaut par rapport à l'océan? Mais en fait, c'est ça, des fois, se remettre en perspective et se dire, oui, c'est peut-être petit, ou ça peut sembler pas suffisant par rapport à tous les besoins qui se présentent à nous, parce qu'on est souvent sollicité, hein, les besoins, c'est tous les jours. Mais l'idée, c'est faire une différence, même si c'est pour quelques enfants, c'est important, et c'est une vie, et quelques vies qui peuvent, elles aussi, changer d'autres vies. Donc c'est vrai que les émotions, elles nous envoient parfois un message dans cette idée-là, quoi, que c'est trop grand et il y a trop. Mais voilà, cette petite goutte, elle fait une différence pour plusieurs en tout cas. En tout cas, ça se ressent à chaque fois quand on va à la nutrition, les enfants ils viennent autour du bus et on sent qu'ils apprécient les moments que vous passez avec eux, et que franchement c'est super émouvant aussi de voir comment ils vous attendent, ils sont tous là, ils aident et tout. Ouais. C'est franchement cool. Ça, c'est quelque chose que on peut peut-être dire aussi, c'est que souvent quand on explique aux personnes par exemple des bénévoles qui viennent, où on leur explique un petit peu le contexte, voilà, on va aller faire notre programme auprès des enfants des rues, voilà un peu leurs conditions, voilà, etc. En fait, les gens sont parfois, ils s'attendent justement à quelque chose, peut-être ça va être, c'est triste, quoi, on va repartir bouleversés. Alors, je dis pas que les gens sont pas bouleversés, mais ils sont peut-être parfois justement bouleversés parce qu'on vit un peu hors du temps. C'est-à-dire qu'on est sur un parking au milieu en ville, à côté d'une décharge, des détritus, ça sent pas toujours bon. Les enfants viennent dans l'état dans lequel ils sont. Voilà. Et oui, c'est bouleversant, mais en même temps, on vit tellement de moments de joie avec eux. Et c'est ça qui est incroyable, je trouve. On vit une soirée joyeuse. Alors, vous avez aidé quelques enfants plus spécifiquement. Est-ce que vous pourriez nous partager leurs histoires ? Oui. Alors, en fait, ça, c'est déjà... ça, c'est une vraie victoire. Parce que, clairement, on a sauvé la vie de certains enfants. Alors, d'amputation ou même tout simplement de la mort par septicémie notamment. Donc, c'est toujours des histoires un petit peu... de dernière minute, hein, quasiment à chaque fois, c'est des histoires de dernière minute qui se passent. D'urgence, où des enfants arrivent à la fin du programme, au milieu du programme, nutrition, là, le mercredi soir. Et en fait, on s'aperçoit que si on ne réagit pas, nous, ou qu'il se passe quelque chose, en fait, il y aura un drame à la suite. Et on a toujours réussi, ça c'est miraculeux, d'avoir des réponses. Je pense notamment à celle qui avait une infection de l'os de la mâchoire avec un trou un trou mais gigantesque, aussi gros qu'une balle de ping-pong là. Et le lendemain, on a réussi à trouver un stomatologue à Tana qui était de passage, incroyable. Du coup, elle a été prise en charge directement et puis elle a été traitée, curetée. Bon, ça a dû lui faire vraiment, ça a dû lui faire très mal, hein, mais on lui a sauvé la vie. Donc ça, c'est quand même des super victoires. Alors, c'est pas toujours visible parce que ça reste quand même des enfants qui vivent dans la rue. Mais c'est une vie, quoi. Puis
Et ça me fait toujours penser en fait à un proverbe juif qui dit qui sauve un homme sauve le monde. Et ça, je pense que c'est la réalité. Et c'est vrai que quand on sauve quelqu'un, quelle que soit la finalité, quelle que soit la suite de l'histoire, mais tu as fait quelque chose qui n'a pas de prix. Oui, c'est vraiment du concret. On répond à un instant T, à une urgence où on est là à ce moment-là. Et c'est vrai que on est heureux de pouvoir contribuer à ça, quoi. Oui, ça n'a pas de prix, ça c'est sûr. Et de manière plus globale, de quoi êtes-vous le plus fier après 5 ans sur le terrain ? C'est une bonne question, ça. Oui, le plus je te laisse fier. répondre, hein, du coup. Ouais. D'être là. Oui. D'être là, oui. Je vais développer, mais... Je pense que déjà de 1, c'est on a la passion de ce qu'on fait. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important et dont il faut être fier parce que c'est quand même d'immenses challenges. Hein. Donc garder la passion, savoir savourer les choses. Des fois, on se dit il faut qu'on soit plus positif parce que c'est porter beaucoup de choses. De voir aussi le résultat de l'avancée du village, de voir la relation qu'on a nouée, qui est quand même assez extraordinaire avec les enfants des rues, que ce soit nous ou même notre équipe. Ça, c'est quand même... je pense que c'est ce qui marque souvent les gens quand ils viennent nous voir, en fait. Et petite anecdote de terrain par rapport à ça, on a fait une audit avec des psychologues dernièrement. Ils ont fait, ces psychologues ont fait une audit donc, avec les enfants des rues et ils nous ont fait une restitution. Donc, un des points qu'ils ont élaboré, et que vous verrez d'ailleurs un petit peu plus en détail cette semaine dans la prochaine vidéo qui est faite justement avec un des psychologues, c'est qu'en fait, avec nous, ils se laissent prendre dans les bras parce qu'ils se disent en sécurité. Et pas avec leur famille, pas avec leurs parents vivants, dont ils ont peur, dont ils se méfient, ils expliquent pourquoi. Ça, c'est un bon teaser pour la suite et la prochaine vidéo. Mais du coup, nous, quand on a eu, en tout cas moi, quand j'ai eu ce retour, j'ai trouvé que c'était profondément touchant de savoir en fait qu'avec nous, ils se laissent prendre dans les bras, ils se laissent porter. C'est vrai que souvent, tu as des enfants qui s'endorment dans tes bras quand tu viens à la nutrition parce que ils se sentent protégés. Du coup, quand tu es protégé, tu te détends. Ils peuvent se détendre. Voilà. Donc ça, c'est quand même hyper valorisant et de se dire, on a créé quelque chose. Oui. Avec les enfants et même les mamans, les quelques mamans qui sont là. Moi, je dirais Moi aussi. Moi, je dis aussi des choses. La fierté d'être là, mais c'est surtout de voir, en fait, c'est pas à revendiquer d'être là, mais de voir justement le fruit et de voir tant le village, tant la manière dont les choses ont pu se mettre en place en 5 ans, puisqu'il faut quand même rappeler qu'on est parti avec l'idée du projet, mais sans savoir comment on allait l'accomplir, comment on allait le réaliser, où est-ce qu'on allait créer la structure, quelle forme aurait la structure. Il y avait des idées, mais c'était pas abouti. Constituer une équipe, des gens qui nous rejoignent, qui nous soutiennent. Et en fait, c'est l'histoire d'une vie, quoi. C'est les choses se mettent en place au fur et à mesure. Et oui, on est heureux, on est fiers d'en être là aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il faut souvent, c'est général dans la vie, mais se retourner et pouvoir se dire, mais voilà où on en est aujourd'hui. Le chemin est encore long, il y a encore plein de choses à faire, plein d'étapes à franchir, mais il y a déjà tout ça. Et ça, c'est vrai que je crois qu'on peut se réjouir de ça déjà. Et si vous pensez à toutes ces années, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris, que vous voulez aussi vous rappeler pour vous encourager dans les années suivantes, ou alors un conseil ou un encouragement que vraiment vous gardez dans votre cœur pour avancer? C'est dur cette question. Il y a plusieurs réponses surtout à cette question. On s'est trompé sur certaines choses au départ, mais ça nous a donné une expérience de terrain qui va nous aider, que ce soit dans ce qu'on pensait faire en prise en charge ou solution de sortie de crise, notamment on a tenté un moment avec des mamans, mais on s'est aperçu qu'on n'était pas la structure pour, en fait. Nous, ce qu'on pourra faire, c'est répondre aux enfants. On a appris beaucoup de choses positives,
aussi de nos erreurs. Moi, je pense que si j'avais quelque chose à transmettre ou à dire à ceux qui nous regardent, mais c'est que en fait, il ne faut pas du tout attendre la perfection pour partir ou tenter de faire un projet. Il faut juste démarrer. Et puis, d'un côté, ne pas... alors, il faut bien entendre ce que je veux dire, mais il ne faut pas trop écouter les autres. Dans le sens où il y a des gens qui sont là pour te donner des vrais conseils, c'est très bien, mais il y a des gens qui sont là pour... en fait, ils t'expriment le ressenti, et puis c'est souvent... ah, mais pourquoi vous faites ci, vous n'allez pas y arriver. Ça ne va pas être très encourageant, quoi. Les gens vont te dire, mais ce serait peut-être pas mieux de... Voilà. Donc, si tu attends sur les autres d'être encouragé, d'avoir ton soutien, c'est très bien si tu en as avec toi dès le départ. C'est beaucoup mieux de partir avec des gens qui sont là. Mais dans la grande majorité des cas, les gens, il faut qu'ils partent parce qu'ils sont convaincus. Oui, c'est ça. Ils sont convaincus que ce qu'ils vont faire, c'est quand même mieux que rien. Et que ce mieux que rien, c'est une goutte d'eau. Et cette goutte d'eau, elle peut vraiment changer les choses. Et c'est ça, en fait, que les gens doivent comprendre, que les gens doivent aussi accepter comme vérité. Parce que cette vérité-là, elle doit être supérieure à toutes les craintes ou tous les mensonges que tu pourrais avoir sur ta propre vie qui, en fait, t'empêcheraient de créer ta propre structure, que ce soit dans ton village, que ce soit dans un autre pays, que ce soit ton association ou une autre structure. Il faut y aller parce que le monde a besoin de gens qui aiment les autres gens. Du coup, Romain, tu parlais qu'avec l'expérience, vous avez trouvé la solution qui vous paraissait idéale en fonction de la situation des enfants et d'avoir vraiment une prise en charge précise. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet de construction d'un village ? Village plutôt que simplement une structure. Plutôt qu'un orphelinat. Plutôt qu'orphelinat. C'est plutôt l'idée de proposer quelque chose qui nous semblait vraiment complet. Je pense que tu vas détailler plus, mais c'est vrai que l'idée de proposer une école, c'est fantastique. De proposer un orphelinat, c'est fantastique. Mais c'est vrai que tel qu'on l'a imaginé, l'idée c'était puis en s'inspirant aussi d'autres structures existantes, parce qu'on n'est pas on n'a pas inventé des choses non plus, hein. C'est des choses qui existent, des formats qui existent déjà et qui fonctionnent. Donc c'est ça aussi, c'est qu'on est parti de l'idée contribuer, qu'est-ce qu'on peut proposer à ces enfants, comment les aider, comment être une aide durable. C'est ça aussi, c'est pas juste aider pour 2 mois, mais aider dans la durée. Et en fait, c'est pour ça qu'on est parti sur cette création d'un village qui propose en fait une diversité de choses, donc l'école, les soins, qu'est-ce que j'oublie, le logement, et puis proposer plein d'activités épanouissantes en fait, de sport et des choses dans lesquelles les enfants ils puissent s'épanouir en fait et puis se trouver eux-mêmes. Donc c'est un peu ça, peut-être Ouais, puis de même, maintenant, c'est comme une évidence, dans le sens où, vu que le village est dans un endroit un peu reculé, ça nous pousse à l'autonomie et à la globalité de la prise en charge. Donc heureusement, au final, que cette vision, elle avait été définie dès le départ, parce qu'on n'a pas été pris de court. On se dit justement que... c'était la meilleure chose à faire. Donc là, l'idée, c'est d'être le plus global possible pour couvrir les besoins des enfants. Et avant tout, il faut voir ce village comme étant un véritable outil multifonction qui permet de répondre aux besoins des enfants qui viennent de la rue et qui sont, on va dire, des fois un peu plus exigeants que des enfants standards, puisqu'il y a des blessures, il y a des cassures. Et ça demande... des protocoles un petit peu plus poussés de prise en charge. Puis peut-être qu'on a eu cette chance aussi le terrain qu'on a obtenu. En fait, l'espace sur lequel se construit le village, qui est un espace fantastique, hein, un lieu... comment on pourrait le décrire, un lieu paisible, en fait, entouré de végétation et qui est un univers complètement différent de la rue. Et, la végétation, il y a un étang, il y a des animaux, il y a des oiseaux. Tout pour s'y sentir bien. Ouais, ça sera un véritable havre de paix pour les enfants. On n'est plus sur un parking avec une poubelle béante et des odeurs et puis la violence. En fait. Un cadre de vie
C'est comme un peu exceptionnel. des bras, hein, ce village. C'est comme un peu des bras qui viennent prendre l'enfant. Cet enfant, il peut s'endormir tranquillement dans le village. Hein. Donc c'est un peu une image, mais c'est une image qui est très fidèle en fait à la réalité. Puis ce qu'on voit aussi, justement, c'est ça, c'est que parfois on voit des projets qui naissent, qui sont fantastiques. Et puis finalement, les gens parfois partent d'une idée et en fait, en étant confrontés aux besoins, se disent mince, il faudrait peut-être qu'on étende, qu'on développe plus. Ah ben là, il faudrait peut-être proposer un service d'hébergement. Et en fait, tous les activités vont se développer un peu comme ça. Et petit à petit, c'est vrai que nous, on est partis directement dans l'idée de proposer tout ça. Ça s'est étoffé, mais voilà, je pense que c'est répondre d'une manière vraiment globale aux besoins. Et du coup, la construction, elle a démarré en 2022 ou 2020 Oui, c'est ça. C'est ça, ça fait 4 ans, là. Bientôt début du mois de juillet, je pense, 4 ans pile que l'on aura démarré la construction. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'avancée des travaux et de où on en est ? Ouais, alors c'est pareil. Ça fait partie de l'aventure. Ça représente quelque chose d'assez extraordinaire dans le sens où il faut voir les conditions dans lesquelles on travaille. On doit passer sur des digues qui sont actuellement... c'est pas compliqué. Hein. À chaque fois qu'on passe, on a un pneu dans le vide. Et puisque la digue s'est écroulée à cause des saisons des pluies, on arrive quand même à se faire livrer du matériel sur place. Pas forcément tout, mais une grande partie. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas l'électricité et l'eau, c'était compliqué parce que on allait la chercher dans l'étang en bas, on la ramenait à la main. Pour de la maçonnerie, on parle de milliers de mètres cubes qui ont été remontés comme ça, sans pompe, sans rien, à la force des bras. Mais on l'a fait. Et aujourd'hui, on est très content, même avec l'équipe là-bas, et ça a du sens. Et quand on en parle, ça va être très bien. Le village, pour les gens, ils sont très fiers de participer. C'est aussi super de pouvoir amener notre équipe BTP là-bas sur place dans le projet, qu'ils soient fiers de ce qu'ils font. Et souvent, je leur dis, ce que vous faites, il faut que vous soyez fiers de ce que vous faites. Donc, on a avancé avec ce qu'on avait, avec les moyens du bord. C'est grâce aux généreux donateurs mensuels que l'on arrive à avancer petit à petit. Et cette phase de construction, alors souvent, les 2 premières fois où on est rentré en France, les gens nous posaient la question, mais alors, le village, il y a des enfants déjà ? Quand est-ce que ça ouvre ? Et en fait, les gens, ils ont certainement du mal à comprendre d'où on est parti, un terrain complètement en friche, sans rien, au milieu de la brousse, qui demande du coup des efforts gigantesques, avec des saisons des pluies et cycloniques qui te coupent les routes pendant plusieurs semaines. Après, quand il n'y a plus la pluie, il y a la boue. Ouais. Et la boue, c'est très dur de travailler quand il y a la boue. Les camions bloqués. Tout. Donc, et puis c'est surtout qu'on est parti sur un village, pas un bâtiment ou un orphelinat qui aurait en effet été construit en 5-6 mois facile. Là, c'est un village avec une multitude de constructions déjà. Et on est très content d'avoir déjà réussi cette partie. Je pense que là, aujourd'hui, on est aux alentours des 80% de construction réalisées pour permettre l'ouverture du village. Et on a les 20% restants à trouver, parce que là, clairement, on n'a pas, aujourd'hui, avec le contexte international, les fonds pour continuer ces 80%, comme on le souhaiterait, à la vitesse qu'on le souhaiterait. Là, on a besoin justement d'aller plus loin, de trouver d'autres parrains marraines, parce qu'en fait, pour nous, les parrains marraines, c'est vraiment la sécurité. C'est eux qui nous aident, et ça, c'est un point important, parce que quand tout s'écroule autour, que les aides internationales s'arrêtent, tu as toujours les gens. C'est le moteur. Et ça, c'est la base, les gens qui croient en nous, qui nous suivent, qui acceptent aussi qu'on ne soit pas forcément les meilleurs en communication, parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tu es en train de faire 3 travails en même temps, tu ne peux pas être en même temps un excellent communicant. Donc voilà, mais les gens, ils nous connaissent, ils savent, ils voient quand on communique les avancées, puis ils croient en nous, ça nous fait quand même du bien. Du coup, pour rebondir, Romain, tu as déjà parlé du défi financier. Est-ce que vous avez d'autres défis pour les prochains mois ou les prochaines années ?
Peut-être que je vais te laisser répondre. On va aussi reprendre la question qu'on a reçue sur Instagram. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des gens avec nous sur place, etc. à temps plein? Madame Lagache. Oui, alors nos besoins, au-delà de l'aspect financier, c'est comme on envisage prochainement, plus que prochainement, on l'espère, l'ouverture du village et donc l'accueil des enfants, c'est de recruter du personnel qualifié, compétent pour l'accueil des enfants, donc assistantes sociales, éducateurs de jeunes enfants, des enseignants, des personnes qui vont être personnel encadrant pour les enfants. Et donc ça, c'est vraiment les prochains postes dont on va avoir besoin. Et donc, notamment même des personnes qui pourraient apporter des compétences dans le domaine justement d'expérience. Alors bien sûr, je pense par exemple si des personnes veulent nous rejoindre, qui sont dans ce milieu et qui travaillent par exemple en France ou ailleurs à l'étranger, tout n'est peut-être pas forcément applicable de la même manière parce qu'on n'est pas en Europe et voilà, les fonctionnements peuvent être différents, mais en tout cas apporter un regard, d'autres compétences et puis aider à consolider les compétences auprès de ces personnes qui peuvent en avoir besoin. Donc ça, c'est le défi d'équipe, je dirais. Prochaine étape, c'est s'entourer des bonnes personnes. Alors, je rajouterais qu'on cherche 2 types de profils. L'idée, c'est bien sûr de recruter des gens au niveau local, mais notre grand besoin, ce serait de recevoir des gens qui viennent comme nous, donc c'est-à-dire qui doivent créer leur univers de sponsors pour tenir leur poste et venir nous rejoindre, puisqu'on n'a pas la capacité aujourd'hui de porter des gens qui viendraient de l'étranger. Donc, on a besoin de recevoir des collaborateurs qui viendraient avec nous sur du long terme avec des projets bien définis, que ce soit le développement de la ferme, le développement de l'école, le développement du pôle sportif, mais avec une grande vision pour ces enfants. Cette semaine, on a été avec toi dans un autre endroit qui s'occupe aussi des enfants, de quartiers très défavorisés. C'est ce que j'ai pas arrêté de répéter au monsieur. J'ai dit, quand on croit dans les enfants, on change leur vie. Et c'est exactement ça. Donc, tu vois, on a besoin de gens, un artiste qui vient et qui dit on va faire le plus grand groupe de musique classique de Madagascar qui va tourner dans le monde entier. Il faut rêver fort, en fait, avec ces enfants. Il faut la première troupe où on va tourner la première série en malgache, avec des enfants malgaches qui passent des valeurs de vie, de foi. Tu vois, il faut croire dans tout ça. Et il faut qu'il y ait des gens qui se disent ok, moi je viens et je le fais, et qui travaillent pour ça, qui élèvent les fonds pour ça et puis qui percent. Et je suis sûr qu'il y a des belles choses à faire, mais ces choses-là on peut pas les faire tout seul. Non, c'est sûr. On a besoin d'être accompagné avec d'autres gens qui ont cette capacité de se projeter et d'être des visionnaires. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines années Ah bah alors là, ce qu'on peut nous souhaiter, que le village fonctionne. Non, on y croit bien sûr, mais que voilà, on puisse en reparler dans quelques temps en se disant, voilà, le village est opérationnel, le village fonctionne. On reçoit les enfants, on les accueille, on prend soin d'eux, et puis de voir ces enfants évoluer. En fait, c'est pas seulement avoir les enfants sur place, mais derrière, c'est tout l'accompagnement dont ils ont besoin, et puis les amener le plus loin possible, quoi. Ça, c'est pour ça qu'on est là, hormis la situation d'urgence, hormis la protection qui est évidemment la base, mais pour des enfants qui seraient amenés à rester peut-être longtemps avec nous, les emmener dans une perspective d'avenir incroyable, quoi. Donc, ouais, c'est ça, en fait. Ça, ce qu'on souhaite et ce qu'on demande si les gens veulent penser à nous ou quoi que ce soit d'autre, c'est de nous accompagner dans la prise en charge de ces enfants qui vont bientôt arriver et qui ont besoin de juste être aimés. Et voilà, donc on veut y arriver de toutes nos forces, on travaille comme des acharnés pour ça. Vraiment, on se donne corps et âme. Et même quand on est fatigué, on y va, on le fait. Et c'est ça en fait, c'est ça le plus gros du gros. Et ce qu'il faut, c'est que on ait cette première journée où
où on sera au village et où le premier enfant passera le portail. Et là où on se dira, comme aurait dit mon père, tout ça pour ça. Tous ces efforts faits pour ce moment-là, ça valait le coup. Ouais. Voilà. Du coup, Romain, tu parlais du premier enfant qui passerait le portail du village des sourires. Est-ce que vous auriez un message pour les enfants quand ils partiront, après avoir passé des années avec vous? S'ils revoient ce podcast, quel message vous auriez pour eux? Waouh, ça c'est la question émouvante aussi, de se projeter dans peut-être 10 ans et de se dire, ou même plus que 10 ans, mais un enfant qu'on aurait accueilli, qui éventuellement resterait sur du long terme, déjà c'est émouvant, mais qu'on est fier de lui, qu'on est heureux d'avoir pu l'accompagner sur toute cette durée de vie, sur toute cette tranche de vie, et qu'on lui souhaite vraiment le meilleur, la réussite, un avenir. Alors, quand je dis tout ça, ça peut paraître hyper idéalisé, hyper beau, tout est parfait, tout est beau, mais c'est le sens même en fait de pourquoi on est là et de ce qui a touché notre cœur. Donc si je devais dire quelque chose, c'est on est fiers de toi et avance quoi, continue dans la vie. Ça c'est chouette. Moi je crois que je lui dirais que on l'a aimé avant même de le connaître, comme un bébé en fait, tu vois, qui arrive quand il est dans le ventre de sa mère, tu le vois pas mais tu l'aimes déjà. Mais on se bat déjà pour eux, là. On les connaît pas, on sait pas qui ils sont. Et en fait, je lui dirais qu'on l'a aimé avant de le connaître et qu'il faut qu'il croie en lui maintenant. Parce qu'il est aimé et qu'il a été aimé avant même d'arriver ici. Et ça, c'est, si tu veux, je pense que des gens qui sont aimés et qui savent que même s'ils ratent ou qu'ils ont des échecs dans leur vie, mais qu'ils ont toujours un endroit où ils seront aimés et repris dans les bras, compris, acceptés, en fait, mais tu peux tout faire quand tu sais que t'es aimé, que t'es conseillé, que quelqu'un va te dire mais oui, essaye ça, tu veux lancer ton entreprise, mais oui, vas-y, fonce, sois visionnaire, crois dans tes rêves, essaye. Nous-mêmes, on est parti d'un terrain, il y a les photos à l'entrée du village qui montrent qu'il n'y avait rien, rien, et avec ce rien, on a fait tout ça pour ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et d'où notre slogan aimer sauve toujours. C'est l'amour qui pousse, c'est l'amour qui pousse à faire ce qu'on fait. C'est pas pour chercher une reconnaissance personnelle, c'est pas pour se dire on a fait ça et une gloire, parce que c'est éphémère, c'est pas ça. C'est voir le fruit, c'est comme pour nos propres enfants au final. C'est la continuité de nous, c'est qu'est-ce qu'on investit en eux, qui ils vont devenir. C'est un peu la même chose pour ces enfants et ce qu'on rêve pour eux en tout cas. Tu vois, ça me fait rappeler, on m'avait invité une fois à une conférence dans une université en France, quand je travaillais dans mon ancienne fondation avec qui j'étais employé. Et en fait, je prenais en charge des enfants atteints de handicap très lourds. Et c'est mes collègues qui m'ont dit, quand je suis parti, mais toi, tu as quelque chose de spécial, Romain, avec eux. Et lors de cette conférence, moi, je lui ai dit, mais tout simplement, en fait, parce que, par exemple, il y a des moments, on allait le faire le tour d'un lac pour les sortir et pas qu'ils restent inactifs toute la journée. Et je leur disais, mais vous avez le droit de vivre. Donc, c'est des profonds handicaps, hein, pas de langage, des dysfonctionnements physiques, etc. Vraiment des atteintes lourdes. Et en fait, il y a des autistes, du coup, qui venaient poser, alors qu'ils n'aiment pas le contact, hein, ils venaient poser leur tête sur mon torse, alors qu'ils n'aiment pas le contact. Et tout simplement parce que je leur disais qu'ils étaient importants, qu'ils avaient le droit d'avoir des rêves, et tu vois, je leur disais des choses. Et dans cette conférence, j'ai dit, mais en fait, quand on aime ces gens, ça change tout. Et le gars à côté de moi, directeur d'un établissement, il me dit, non, c'est pas le bon terme. Aimer, c'est pas le bon terme. C'est ce que j'allais dire. Dans le milieu professionnel, c'est vrai qu'on ne dit pas aimer. C'est pas le bon terme. On peut avoir de la compassion, mais aimer, c'est pas le bon terme. Oui. Et j'avais juste envie de dire, mais si, en fait, c'est ça le bon terme. Donc,
il faut savoir aller au-delà de tout ce qu'on essaye de feutrer, mettre en limite, en quoi que ce soit. Ce qui change profondément la vie des gens, c'est quand tu les rejoins là où ils sont et que tu te mets à leur niveau. Et c'est Saint-Exupéry qui disait « Il n'y a pas de plus grand homme que celui qui s'agenouille devant un enfant ». Donc, je crois que ça, c'est vraiment les choses de base, mais qui donnent du sens à ce qu'on fait. Alors, si vous pouviez résumer ces 5 années en 5 mots, quels mots vous choisiriez ? J'y vais, je commence. Vas-y. 5 mots, je dirais persévérance, patience, adaptation, richesse. Bon, ça fera 2 mots, mais richesse. Je trouve pas le mot. Richesse humaine, voilà, richesse humaine. Et puis les rencontres. Je n'ai rien d'autre à rajouter. J'ai fait vraiment synthétique. J'ai rien d'autre à rajouter. J'ai essayé. Engagement, ça c'est sûr. Ouais. Et du coup, moi j'ai une question, Célia. Toi, tu devais pas faire 5 mots pour toi ? Bah non, parce que tu as tellement bien résumé, ma chérie, que je ne peux pas aller plus loin. Et du coup, Célia, toi qui es là depuis quelques semaines maintenant, si tu résumais ce que tu as vu en 5 mots. Oh. Sur le vif, comme ça. Vécu. J'ai vécu. Je dirais sourire et amour. Sourire parce que les enfants, en fait, ça m'a vraiment touchée la première fois où j'ai été dans la rue avec vous. C'est qu'ils sont venus vers nous, qui sont venus danser avec nous, qui sont venus nous faire des câlins. Et aussi amour parce qu'ils nous donnent de l'amour et ils attendent de nous de l'amour aussi. Donc ça, c'était vraiment super beau. Après, je dirais émotion parce que j'ai pas mal pleuré ces derniers temps. Parce que c'est vraiment... de voir en même temps des beaux projets au milieu de la misère et de la souffrance. Et de voir aussi qu'il y a des gens qui se lèvent et qui se battent pour les enfants. C'est vraiment magnifique. Je crois que ça fait 3 mots. Ça fait un peu plus, non ? 2, 3, allez, 4 bons points. 4 bons points. Un dernier, the last one. Je dirais... je sais pas. C'est le plus dur, le dernier. Nid de poule. Pour les routes. Oui, ça c'est vrai. aussi une expérience de vie, de pouvoir... C'est une chance aussi de pouvoir vivre ça et de pouvoir s'engager à petite échelle, mais juste de voir aussi à quel point c'est concret de pouvoir vivre ça avec les enfants et avec vous. Merci pour ton retour, Célia. Du coup, on espère que ce premier podcast vous a plu. On vous encourage à nous suivre pour la suite de la Semaine des Sourires. Et n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, à réagir, à poser vos questions. Et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. À plus. Salut. Bye bye. Vélo Matou. Velume.